Peu de temps après que j'emménage dans mon premier appartement, un typhon a frappé la préfecture dans laquelle j'habitais. Cette nuit, le vent soufflait si fort que je n'ai pas réussi à fermer l'œil. De fortes bourrasques secouaient les branches des arbres aux alentours, et de chez moi, tout ce mouvement sonnait comme les cris d'un vent qui hurlait. Je me retournais dans mon lit, heureuse de ne pas être dehors, mais incapable de dormir. C'est alors que j'ai entendu la sonnette de la porte. Qui ça pouvait bien être? Qui viendrait chez moi en plein milieu de la nuit? Je me suis posé ces questions en descendant les escaliers, puis arrivé devant la porte, j'ai regardé dans le Judas. Il y avait quelqu'un dehors, une personne qui se tenait à environ 1 mètre de la porte. Je ne pouvais pas bien distinguer ses traits, juste sa silhouette qui devait être celle d'un homme, et quelques ombres sur son visage obscurcies par le chapeau qu'il portait. J'étais surprise, mais j'ai tenté au mieux de ne pas le montrer. « Qui êtes-vous » ? « Salut, c'est moi, ton ami. »« Hein ? Mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là ? T'aurais dû m'appeler. » C'était en effet la voix d'un de mes amis, mais il faisait toujours trop sombre dehors pour voir clairement son visage à moitié occulté par le chapeau. Au début, je n'ai rien relevé d'inquiétant. J'étais juste un peu surprise. « T'as dû faire un sacré chemin. Ça n'a pas été trop dur sous la pluie ?» lui ai-je demandé, en commençant à déverrouiller la porte. J'ai fait un premier tour de verrou, puis je me suis ravisée. « Attends, comment t'as fait pour venir à pied en pleine tempête ?» Il n'avait pas de voiture. À vrai dire, il n'avait même pas son permis de conduire. Il y avait un réseau de bus qui lui aurait permis de faire une partie du trajet, mais l'arrêt le plus proche était à plusieurs kilomètres. Puis, qu'est-ce qui avait bien pu l'amener ici, en plein milieu d'une nuit de typhon? Personne ne ferait un tel déplacement juste pour rendre visite. J'ai reverrouillé le deuxième tour. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai à nouveau regardé par l'œilleton. « Comment t'as fait pour arriver ici ?» Le silence se faisait pesant, l'air autour de moi semblait s'être figé. Après quelques secondes, il a réduit la distance qui nous séparait de quelques pas, puis collé sa tête à quelques centimètres de la lentille extérieure du Judas. Son visage était d'une pâleur cadavérique, on aurait dit une statue de cire. Ses yeux étaient vitreux, comme s'il n'y avait rien derrière, comme s'il n'était qu'une marionnette. Ce n'était pas mon ami. Non, ce n'était même pas une personne. Mais si ce n'était pas un être humain, mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Mon Dieu, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Il s'est mis à rire. Je me suis assise, ou plutôt mes jambes m'ont forcé à le faire, cédant sous mon poids. J'ai mis quelque temps à reprendre mes esprits, réfléchissant à la meilleure démarche à adopter. Puis une idée m'est venue, et je me suis précipitée vers ma chambre pour prendre mon téléphone portable. Malgré ma peur, je préférais garder cette créature à l'œil, alors je suis revenue devant la porte pour passer mon coup de fil. J'ai appelé mon ami, celui qui était prétendument devant la porte. Il m'a répondu, et lorsque je lui ai demandé où il était, il m'a confirmé qu'il n'avait pas fait le déplacement. Très calmement, j'ai raccroché, et je suis remontée dans ma chambre. Si cette chose pouvait entrer sans mon intervention, elle l'aurait déjà fait. Plusieurs fois dans la nuit, je l'ai entendu. « Salut, c'est moi, ton ami. Salut, c'est moi, ton ami. Salut, c'est moi, ton ami. » Il répétait toujours la même chose, comme un disque rayé, ou plutôt comme un acteur répétant son texte, tentant plusieurs intonations afin de se faire passer pour mon ami. Je n'ai pas pu fermer l'œil avant le petit matin, quand je ne l'ai plus entendu. Lorsque je me suis réveillée, il avait disparu, et le ciel s'était éclairci. Je ne l'ai plus jamais revu. Enfin, j'ai revu mon ami, bien sûr, mais pas le visiteur. Pourtant, depuis, je n'ai pas l'esprit tranquille les nuits de tempête, et je ne peux dormir en paix lorsque j'entends le vent souffler. Est-ce que je peux vous emprunter votre téléphone ? J'ai sursauté.
Il était environ 9 heures du soir, mais il faisait déjà nuit noire. Après le travail, j'étais partie faire mes courses. Sur le chemin du retour, un ami m'avait appelé et je m'étais garée près d'un parc pour lui répondre. Cette demande m'a été faite alors que je m'apprêtais à repartir. Il avait fait chaud toute la journée, et la chaleur rendue par l'asphalte de la route était étouffante. J'ai regardé par la fenêtre que j'avais laissée entr'ouverte afin de profiter de la brise. Une jeune femme avec un long manteau se tenait sur le côté de ma voiture. « Est-ce que je peux vous emprunter votre téléphone ?» a-t-elle répété d'une voix fluette. J'ai tenté de distinguer son visage, mais la lumière de la rue l'éclairait à contre-jour et je ne pouvais pas la voir clairement. Elle devait sans doute avoir une bonne raison de vouloir mon téléphone portable, alors je le lui ai tendu sans trop me poser de questions. Elle l'a saisi, puis a lentement composé un numéro avant de le coller à son oreille. J'ai regardé droit devant moi pour lui permettre de passer son appel tranquillement. Elle n'a pas bougé. 1 ou 2 minutes se sont écoulées, et elle restait là, figée, totalement silencieuse, le téléphone toujours collé à son oreille. Ça devenait de plus en plus suspect. J'ai ouvert la porte de ma voiture, et je suis sortie pour récupérer mon téléphone. « Désolée, mais je dois partir », lui ai-je dit en tendant la main. À contre-cœur, la femme me l'a rendu, me remerciant pour le lui avoir prêté. Puis elle s'est éloignée en marmonnant quelque chose. Me demandant si un appel avait vraiment été passé, j'ai vérifié l'historique. Il y avait bien eu un appel vers un numéro de téléphone inconnu. J'ai de nouveau levé les yeux pour chercher la femme, mais elle avait disparu. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. D'un coup, l'air semblait s'être rafraîchi. Autour de moi, toute la rue semblait sombre et vide. Rien n'avait vraiment changé, mais il y avait quelque chose de troublant, une sensation désagréable que je ne pouvais expliquer. J'ai rapidement démarré ma voiture et je suis rentrée chez moi. Quelques jours plus tard, j'ai raconté cette histoire à un ami lors d'une soirée. À ma grande surprise, il avait déjà entendu parler d'un cas similaire. Une connaissance avait presque vécu la même chose. Alors que nous sommes en plein été, une jeune femme emmitouflée dans un long manteau lui avait emprunté son téléphone portable. Mais contrairement à moi, cette connaissance n'avait pas récupéré le sien. La femme était partie avec au bout de quelques minutes. Il était immédiatement sorti de la voiture, mais alors qu'il s'apprêtait à lui courir après, il avait remarqué que son téléphone n'était plus dans la main de cette étrange personne. Au même moment, une sonnerie familière avait retenti depuis sa voiture. Le téléphone était posé sur le siège du conducteur. Comment était-ce possible? Il était pourtant sûr de ne pas l'avoir vu reposer le téléphone. Le temps qu'il se retourne vers la jeune femme, elle avait disparu. Le téléphone continuait à sonner, un numéro inconnu s'affichant à l'écran. Après avoir décroché, il crut d'abord qu'il n'y avait personne à l'autre bout du fil, mais en augmentant le volume, il put entendre des chuchotements et une sorte de litanie. Il a immédiatement raccroché. J'étais glacée par cette histoire. Si je n'avais pas récupéré mon portable, est-ce que j'aurais vécu la même chose? Soudain, mon téléphone portable s'est mis à sonner. La coïncidence était si surprenante que j'ai sursauté, manquant de tomber de ma chaise. J'ai regardé l'écran, et je n'ai pas tout de suite reconnu le numéro qui s'affichait. Puis j'ai tilté. C'était le numéro que la jeune femme avait appelé la nuit où elle m'avait emprunté mon téléphone. Mon ami m'a demandé pourquoi je ne répondais pas. Il savait très bien pourquoi je ne décrochais pas cet imbécile. D'ailleurs, il était tout aussi effrayé que moi. Malgré ma peur, j'ai réussi à trouver la force de décrocher, et j'ai collé le téléphone portable à mon oreille. J'ai entendu une sorte de bourdonnement, comme si de nombreuses voix chuchotaient. Puis je me suis entendue. C'était ma voix, puis celle de mon ami. C'était la conversation que je venais d'avoir avec lui sur la femme qui m'avait demandé mon téléphone près du parc. C'était comme si quelqu'un venait d'enregistrer notre conversation et nous la repassait. Remarquant sans doute mon inquiétude, mon ami m'a arraché le téléphone des mains et a raccroché. « Tu devrais changer de téléphone portable et de numéro », m'a-t-il dit, le visage marqué d'une expression sinistre. Lorsque tu as décroché, une femme est apparue derrière toi. Elle s'est mise à chuchoter dans l'oreille opposée à celle contre laquelle tu tenais le téléphone.
Quand nous étions enfants, ma petite sœur n'aimait pas entendre les gens rire. Ça peut paraître anodin, mais chez elle c'en était presque handicapant. Lorsqu'elle entendait quelqu'un rire, elle pleurait, comme elle aurait pleuré si cette personne l'avait grondée. À cause de cette particularité, elle n'avait pas d'amis, elle ne regardait pas la télévision, et elle sortait rarement de sa chambre. Je n'irai pas jusqu'à dire que mes parents étaient négligents, mais ça ne les a pas préoccupés plus que ça. Lorsqu'elle est entrée en CM2, je lui ai demandé pourquoi elle n'aimait pas rire ou entendre les gens rire. Je n'ai pas vraiment obtenu de réponse claire de sa part. J'étais en terminale et déjà majeure. En tant que jeune adulte, je me suis dit qu'il était temps de prendre les choses en main. Je l'ai emmené voir un psychiatre dans l'hôpital le plus proche de chez nous. Au bout de quelques séances, il m'a expliqué que ma sœur confondait le rire et la colère. Elle était totalement incapable d'interpréter la différence entre les deux. Lorsque quelqu'un riait, son cerveau semblait réagir comme si cette personne était en train de lui crier dessus, ce qui provoquait un stress important. Elle a bien été prise en charge par des médecins compétents. Au bout d'un peu plus d'1 an, elle n'associait plus le rire à quelque chose de négatif, et ça l'a totalement transformée. Ma petite sœur était devenue très extravertie. Elle parlait beaucoup, se faisait des amis à l'école, allait régulièrement à des anniversaires. Parfois à table, la moindre blague lui provoquait un fou rire. J'étais ravie de la voir heureuse, et de savoir qu'elle aurait désormais une chance d'avoir une vie normale. Je me suis souvent demandé comment elle avait développé cette peur irrationnelle du rire, mais je ne voulais pas la replonger dans de mauvais souvenirs, alors je ne l'ai jamais interrogée sur le sujet. Je n'ai osé lui poser la question que lorsqu'elle est elle-même devenue adulte, pour être sûre que ça n'évoquerait pas en elle quelque chose de récent et de douloureux. Sa réponse m'a beaucoup attristée. Quand je suis entrée en maternelle, ma maîtresse de petite section riait de façon incontrôlable à chaque fois que je faisais une erreur. Elle se plaçait devant moi et me fixait, son rire résonnant dans toute la salle. Ça me semblait toujours interminable. Parfois, elle restait là à se moquer de moi pendant plusieurs minutes. Elle riait à s'en étouffer. Elle riait jusqu'à ce que les vaisseaux sanguins dans ses yeux deviennent visibles, jusqu'à ce que les jointures de ses mains agrippées au rebord de ma table blanchissent. Je me suis alors rendu compte de la terreur que ma sœur avait dû ressentir pendant toutes ces années. En fouillant dans son dossier médical, j'ai vu l'expression « stress post-traumatique » revenir régulièrement. Je savais qu'un mauvais enseignant pouvait faire beaucoup de mal à un élève, mais je n'avais jamais réalisé qu'il pouvait lui ruiner sa vie. Si je ne m'en étais pas occupée, ma sœur aurait probablement dû vivre en recluse pour le restant de ses jours.